Deux chiffres illisibles ont stoppé un camion de ciment, brutalement, comme si la frontière elle-même avait hésité. Quand le couvercle s'est levé, les officiers ont vu des barils scellés et la routine a cédé d'un coup, ouvrant une piste faite de dates décalées, de trajets trop réguliers et d'un réseau qui traverse plusieurs pays sans bruit. Que change pour les riverains le nom d'Ibrahim Traoré si une saisie apparemment banale relie soudain sécurité, environnement et santé publique? Une vigilance ordinaire tenue peut tout déplacer. Cette analyse ne cherche ni les faits ni le choc. Elle promet une chose précise: rendre lisible un risque concret tel qu'il a été observé, sans exagération ni omission. En suivant une méthode sobre, elle montre comment une découverte banale devient un test d'état et pourquoi ce basculement concerne directement la vie quotidienne des populations frontalières. Le bénéfice pour le public est clair: comprendre où commence la menace, comment elle circule et ce qu'elle peut altérer en quelques semaines dans des zones déjà fragilisées. L'enjeu dépasse une simple saisie. Il touche à la capacité d'une administration à tenir dans la durée, malgré des ressources finies, une fatigue institutionnelle réelle et l'adaptation rapide des réseaux clandestins. Ici, chaque fait est replacé dans une chaîne de causes et de conséquences mesurables. Rien n'est isolé, rien n'est dramatisé. Comparer l'avant et l'après, repérer les signaux faibles, traduire les données en implications concrètes, telle est la promesse tenue. Ce cadre permet d'éviter deux pièges symétriques: la panique inutile et la minimisation dangereuse. La première révélation est arrivée sans bruit, portée par un indicateur simple mais décisif: une hausse progressive des volumes interceptés sur quelques semaines seulement. Modeste en apparence, ce déplacement signalait un passage d'une circulation diffuse vers un flux déjà organisé, transformant des anomalies isolées en un motif répétitif qui ne pouvait plus être ignoré. À partir de ce point, l'enquête a changé de nature. Elle a cessé d'être réactive pour devenir structurelle, car les données confirmaient que le système était en mouvement. Les agents ont aligné les dates, comparé les itinéraires, puis superposé les cargaisons similaires. Ce travail patient a révélé une logique régulière là où l'on croyait voir des accidents administratifs. Dans un environnement sahélien marqué par l'instabilité, les ruptures politiques et l'affaiblissement progressif des institutions, une telle répétition n'est jamais neutre. Elle devient un signal de vulnérabilité. Le contexte explique pourquoi ce signal a compté. Les frontières du Burkina Faso, longues et poreuses, subissent une pression constante, tandis que les contrôles reposent souvent sur des routines épuisées. Dans ce cadre, chaque écart chiffré, même limité, prend une valeur disproportionnée. Les équipes ont donc replacé ce delta dans une chronologie plus large, reliant observation, analyse et interprétation sans précipitation. C'est ici que le nom d'Ibrahim Traoré a commencé à circuler comme un repère méthodologique plutôt que politique. Depuis l'automne 2022, ces principes déclarés de discipline et de rigueur offraient un cadre pour lire autrement les faits. Il ne s'agissait pas de dramatiser la situation, mais de l'ordonner. En comparant l'avant et l'après de ces orientations, les chiffres ont été interprétés comme des alertes plutôt que comme des exceptions. La mini-révélation ne tenait donc pas à un choc spectaculaire, mais à une accumulation cohérente. Documents incohérents, trajets répétés, volumes en hausse ont fini par dessiner une architecture clandestine transfrontalière. Le basculement était clair. La menace n'était pas ponctuelle, mais systémique, exigeant une lecture patiente des faits plutôt qu'une réaction à l'urgence visible. Deux figures ont servi de guides silencieux dans cette phase initiale, sans jamais chercher la lumière. Awa, jeune inspectrice des douanes, avançait par précision méthodique, consignant plaques, horaires et écarts minimes avec une rigueur presque obsessionnelle. Karim, lieutenant expérimenté du poste de Gawa, travaillait autrement. Par mémoire du terrain,
reconnaissant les routes secondaires, les habitudes des chauffeurs et les points où la routine remplaçait la vigilance. Leur complémentarité a transformé une intuition diffuse en observation continue, structurée et partageable. Envoyés pour regarder sans intervenir, ils ont passé des semaines immergés dans le flux des convois. La poussière, l'attente et la répétition faisaient une partie intégrante du dispositif. Ce travail discret a déplacé l'échelle de compréhension. Les répétitions suspectes n'étaient plus des impressions isolées, mais des séries cohérentes, toujours au même créneau, toujours avec des cargaisons de ciment, toujours sans chantier crédibles à destination. Ce passage de l'intuition à la série a constitué le premier impact tangible de l'opération. L'effet humain est apparu plus tôt qu'attendu. Les communautés frontalières, observant des contrôles calmes mais constants, ont commencé à signaler des anomalies. La confiance fragile a trouvé un point d'ancrage. Sans discours officiels ni démonstration de force, un message implicite circulait. L'attention était réelle et durable. Cette évolution a modifié les comportements, autant du côté des habitants que des transporteurs. À ce stade, l'enjeu dépassait l'interpellation d'un convoi précis. Il s'agissait de démontrer qu'une ligne pouvait encore être tenue sans violence ni mise en scène. Pour Ibrahim Traoré, cette phase incarnait une idée simple. Une vigilance ordinaire, appliquée sans relâche, pouvait déjà déplacer l'équilibre d'une zone longtemps considérée comme perméable. L'enchaînement a commencé par une décision apparemment modeste. Ne plus traiter un camion isolé, mais une série entière de convois. Les équipes ont étendu la surveillance à plusieurs axes du sud-ouest, notant horaires, plaques et répétitions jusqu'à faire apparaître un schéma cohérent. Cette phase d'observation, longue et presque étouffante, a installé un rythme nouveau où chaque détail comptait davantage que l'action immédiate. L'activation n'a pas été spectaculaire. Elle a été méthodique, patiente, fondée sur l'accumulation plutôt que sur l'intervention. Puis est venu le premier choc. À l'aube, un camion immobilisé a livré ses barils scellés. Sous le ciment, les ingénieurs ont découvert des explosifs instables, suffisamment sensibles pour provoquer des réactions en chaîne lors de manipulations limitées. En quelques minutes, la frontière a cessé d'être abstraite. Elle est devenue une ligne fragile entre des villages entiers et un risque létal, mesurable et immédiat. Le passage de l'observation à la preuve a marqué le début du climax. Peu après, la menace s'est déplacée vers l'environnement. Les analyses ont révélé la présence de cyanure concentré, d'une pureté incompatible avec un usage minier légal dans la région. Les experts ont expliqué qu'une fuite minime pouvait contaminer une rivière entière. À cet instant, l'opération a changé de nature. Il ne s'agissait plus seulement de sécurité, mais de protection vitale. Le champ des conséquences s'est élargi, reliant frontières, écosystèmes et santé publique. Le tournant stratégique s'est imposé en parallèle. En comparant les itinéraires et les documents, les agents sont reliés les cargaisons à des sociétés écrans établies dans des pays voisins. Des communications interceptées pointaient vers des relais actifs à Gao, suggérant une coordination transfrontalière patiente et structurée. Le trafic apparaissait désormais comme un système industriel discret, capable d'absorber des pertes sans s'effondrer. Le climax ne tenait pas à une arrestation, mais à cette compréhension nouvelle. Ensuite, une tension continue s'est installée. Un soir de janvier, les équipes ont tendu une embuscade silencieuse dans une zone balayée par le vent. Sans affrontement, les menottes et les radios ont marqué une étape supplémentaire. Chaque saisie ajoutait du poids à la preuve. Chaque rapport consolidait la lecture d'ensemble. La répétition disciplinée des gestes a produit un effet cumulatif, réduisant l'espace d'improvisation laissé au réseau.
Les chiffres ont fini par s'imposer avec leur propre résonance. Tonnes d'explosifs, volume croissant de cyanure, caisses de médicaments falsifiés ont dessiné l'ampleur de ce qui aurait pu frapper les populations. Pour Ibrahim Traoré, cette séquence validait une ligne déjà défendue. La constance méthodique pouvait transformer une vigilance locale en rempart national. Les Duchamps ont été immédiats. Les contrôles ont gagné en crédibilité, les communautés ont renforcé leur signalement, et la frontière a commencé à être administrée plutôt que subie. Au départ, les interceptions relevaient d'anomalies dispersées, sans continuité lisible. Quelques semaines plus tard, les rapports montraient une progression nette des volumes saisie, signe d'un basculement d'une circulation diffuse vers un flux organisé. Ce déplacement, formulé sans emphase, a servi de ligne de base. Plus la masse interceptée augmentait, plus le champ de risque s'élargissait mécaniquement aux zones rurales environnantes. Les ingénieurs l'ont résumé simplement. Une charge plus importante multiplie les scénarios d'accident, même sans intention immédiate. Un premier ensemble d'indices concernait les explosifs. Les analyses ont confirmé une instabilité suffisante pour déclencher des réactions en chaîne lors de manipulations limitées. Le delta observé entre les premières saisies et les suivantes indiquait une standardisation du conditionnement, marque d'une organisation plus avancée. Le passage d'un transport opportuniste à un protocole régulier traduisait un changement qualitatif. Chaque progression de volume augmentait la probabilité d'incident, sans modifier la nature des gestes sur le terrain. La menace se lisait dans la répétition et l'homogénéité, non dans l'exception. Un second ensemble portait sur le cyanure. Les échantillons présentaient une pureté incompatible avec les usages industriels légaux recensés localement. Cette différence, bien que technique, était décisive. Elle indiquait que le produit n'était pas destiné à une activité minière classique. Les toxicologues ont expliqué qu'une concentration plus élevée abaissait fortement le seuil de contamination. Ici, le delta ne se mesurait pas en masse brute, mais en potentiel d'impact. Une fuite minime suffisait à affecter durablement un cours d'eau et ses usages. Le troisième ensemble concernait les médicaments falsifiés. Les, chem- les caisses analysées contenaient des substances altérées, portant des logos inexistants. Le contraste avec des produits conformes était net. Là où un médicament réglementé vise à soigner, ces contrefaçons introduisaient un risque sanitaire immédiat. Le basculement n'était pas quantitatif, mais catégoriel, d'un produit inefficace à un produit dangereux. Cette évolution plaçait la menace au cœur de la vie quotidienne, loin des abstractions sécuritaires. En superposant ces ensembles, les équipes ont obtenu une image cohérente. Explosifs instables, cyanure concentré et médicaments falsifiés suivaient de la même logique. Progression des volumes, amélioration du conditionnement, répétition des itinéraires. La méthode, qui part d'une base puis mesure les écarts observables, reliait les faits sans extrapolation. Chaque indicateur racontait une évolution précise du système. Pour Ibrahim Traoré, cette lecture chiffrée avait une valeur stratégique. Elle fournissait un langage commun entre techniciens, agents de terrain et décideurs. Les données ne servaient pas à dramatiser, mais à hiérarchiser. Elles indiquaient où concentrer l'effort et pourquoi. La frontière cessait d'être une abstraction géographique pour devenir une ligne mesurable, tenue ou fragilisée selon des indicateurs concrets. Restait une question centrale, la capacité à maintenir ce niveau d'attention dans la durée une fois la preuve établie. Autour de l'opération, deux lectures solides et contradictoires se sont imposées, chacune appuyée sur des arguments recevables. La première, prudente, insistait sur les limites structurelles. Maintenir une vigilance aussi méticuleuse exige des ressources humaines et financières
difficile à soutenir durablement. Les institutions du Burkina Faso, éprouvées par des années d'instabilité, portent une fatigue administrative réelle. Dans cette perspective, la réussite observée apparaissait comme ponctuelle et fragile. Les réseaux clandestins, rappelaient ces analystes, déplacent leurs itinéraires plus vite que les États ne renforcent leur contrôle. Le risque majeur ne serait donc pas l'échec immédiat, mais l'illusion d'une victoire suffisante, suivie d'un relâchement progressif. La seconde lecture, plus confiante, mettait en avant les résultats observables et leurs effets d'entraînement. Ses défenseurs soulignaient la diminution mesurée de certains flux après les premières saisies, ainsi que la réorganisation interne des postes frontaliers. La discipline appliquée avait produit des gains concrets, procédures plus claires, meilleure coordination entre douanes et unités civiles, coopération accrue des communautés locales. Surtout, cette méthode ne reposait pas sur un apport extérieur massif, mais sur une réallocation rigoureuse des capacités existantes. La constance, plutôt que l'intensité, expliquait l'efficacité initiale. Dans cette optique, l'approche paraissait reproductible. Les faits permettaient toutefois une réponse plus nuancée que l'adhésion totale à l'un ou l'autre camp. Les données confirmaient à la fois l'efficacité de la méthode et sa vulnérabilité. Les volumes saisis validaient la réalité de la menace tandis que la répétition des contrôles révélait la nécessité d'un effort prolongé. Ni l'optimisme absolu, ni le scepticisme mécanique ne résistaient à l'examen des indicateurs. L'enjeu réel se déplaçait alors. La question centrale n'était plus de savoir si l'État pouvait gagner rapidement, mais s'il pouvait transformer une réussite opérationnelle en pratique durable. Comment maintenir l'attention lorsque la pression médiatique retombe? Comment éviter que la routine ne recrée les failles initiales? C'est dans cet espace, entre efficacité démontrée et fragilité persistante, que se jouait la crédibilité de l'approche, bien plus que dans la confrontation des discours. Ce basculement s'est cristallisé autour d'un élément longtemps jugé secondaire: les médicaments falsifiés découverts à Bora. Jusqu'alors, l'opération visait surtout des flux perçus comme stratégiques. Avec ses caisses destinées à des hôpitaux ruraux, la menace a touché directement des besoins vitaux. Les équipes ont compris que le trafic ne cherchait plus seulement à contourner l'État, mais à s'insérer dans les failles sociales les plus sensibles, là où l'urgence quotidienne réduit la capacité de vérification. Cette découverte a déplacé le centre de gravité de l'analyse. Les explosifs et le cyanure représentaient un danger latent. Les médicaments, eux, annonçaient un risque immédiat pour des populations déjà fragilisées. La lecture des faits s'est réorganisée autour de la protection humaine. C'est à ce moment précis que la ligne défendue par Ibrahim Traoré a pris tout son sens opérationnel. Protéger la vie avant la loi, même lorsque la menace se dissimule dans un emballage médical ordinaire. Le soir même, l'incinération des produits saisis a marqué une rupture nette. Sans mise en scène, le geste a clarifié une priorité. Ce qui avait pu circuler par tolérance ne circulerait plus. À partir de ce point médian, chaque contrôle a été interprété à l'aune de cette exigence nouvelle. La vigilance n'était plus seulement technique, elle devenait morale, redéfinissant l'objectif de toute l'opération. Pour les institutions nationales, l'effet a d'abord été une question de crédibilité. Les postes frontaliers, longtemps perçus comme passifs ou routiniers, ont gagné en lisibilité opérationnelle. Les procédures répétées et documentées ont réduit l'arbitraire et renforcé la traçabilité des décisions. Cette évolution n'a pas produit de triomphe visible, mais elle a installé une norme stable. La règle s'appliquait de manière constante, indépendamment des personnes et des horaires. Pour les décideurs, cette stabilité procédurale a offert un levier rare, celui de mesurer l'action publique par des indicateurs suivis dans le temps, plutôt que par des annonces ponctuelles.
Dans ce cadre, la frontière est devenue administrable, non plus seulement défendue. Pour les acteurs économiques locaux, les conséquences ont été plus diffuses mais tangibles. La réduction progressive des cargaisons illicites a desserré l'étau sur les circuits légaux. Les marchés frontaliers ont retrouvé une prévisibilité minimale, condition essentielle à toute activité durable. Les transporteurs réguliers ont vu reculer une concurrence déloyale qui comprimait leurs marges et brouillait les règles du jeu. Ce rééquilibrage, lent et fragile, a amélioré la circulation des biens conformes sans provoquer de rupture brutale. L'économie ordinaire, souvent absente des analyses sécuritaires, a ainsi bénéficié d'un effet indirect mais réel, mesuré dans la régularité retrouvée des échanges. Pour les populations riveraines, la transformation a été plus sensible encore. La vigilance accrue a modifié la relation à la frontière. Là où dominait la résignation, une participation prudente a émergé. Les signalements d'anomalies se sont multipliés, non par zèle, mais par reconnaissance d'un effort partagé. Les habitants ont perçu que leur quotidien comptait dans l'équation sécuritaire, notamment face aux risques sanitaires liés aux médicaments falsifiés. Cette implication a réduit la distance entre autorités et communautés, sans effacer les tensions, mais en ouvrant un espace de coopération pragmatique. La sécurité cessait d'être abstraite pour devenir compréhensible et utile. À l'échelle régionale, enfin, les effets ont dépassé le cadre national. Des observateurs dans les pays voisins ont noté une inflexion méthodologique. Sans discours conquérant, l'approche burkinabé a suscité des échanges discrets entre services. Des demandes d'informations ont circulé, portant sur la coordination civilo-militaire et la lecture des données. Cette attention régionale a renforcé la portée de l'opération, en la transformant en référence technique plutôt qu'en modèle politique. Pour Ibrahim Traoré, cet écho confirmait une orientation: privilégier la constance mesurable à l'impact immédiat, afin de produire des effets durables au-delà d'une seule frontière. Dans le scénario de base, la dynamique actuelle se maintient sans accélération notable. Les contrôles restent rigoureux, les communautés poursuivent leur signalement, et les réseaux illégaux déplacent progressivement leurs itinéraires vers des zones moins surveillées. Les flux interceptés diminuent lentement, sans disparaître. La frontière s'installe alors dans une stabilité exigeante, faite d'efforts quotidiens plutôt que d'événements marquants. Le coût humain et administratif demeure élevé mais supportable, à condition que la discipline procédurale ne s'érode pas avec le temps. Dans le scénario optimiste, l'effet d'entraînement dépasse le cadre initial. Si la coordination interne se consolide et si les échanges techniques avec les pays voisins s'intensifient, la méthode gagne en portée. Les contrôles deviennent plus prédictifs, fondés sur la lecture partagée des données et l'anticipation des itinéraires. Les circuits économiques légaux retrouvent un souffle plus durable et les communautés frontalières s'approprient davantage les mécanismes de vigilance. Dans cette hypothèse, la frontière cesse d'être un point de friction pour devenir un espace géré où la prévention prime sur l'interception. La sécurité progresse sans hausse spectaculaire des moyens, par alignement des pratiques et continuité de l'attention. Le scénario défavorable repose sur un relâchement progressif. Une crise économique, une rotation rapide des personnels ou une pression politique externe peuvent affaiblir la discipline acquise. Les contrôles se routinisent, l'attention baisse et les réseaux testent à nouveau les failles. Le flux clandestin réapparaissent sous des formes modifiées, plus discrètes. La menace ne se manifeste pas par un choc immédiat, mais par une érosion silencieuse de la confiance. Les communautés se replient, les signalements diminuent, et l'opération perd sa capacité dissuasive. Ces trois trajectoires convergent vers une même recommandation de fond. Si la vigilance est pensée comme une culture entretenue par des routines claires, des indicateurs partagés et une responsabilité distribuée,
alors la frontière reste tenue. À l'inverse, si l'effort dépend d'une mobilisation exceptionnelle, il s'épuise. La question n'est donc pas de prédire l'avenir, mais de choisir ce qui sera maintenu lorsque l'urgence se dissipera. Pour ceux qui vivent à proximité des frontières, l'effet le plus immédiat a été une respiration prudente. Là où l'incertitude dominait, une vigilance partagée a commencé à prendre forme. Les habitants ont compris que leur observation quotidienne pouvait prévenir un danger réel, qu'il s'agisse d'un chargement suspect ou d'un comportement inhabituel. Certains se sont identifiés comme relais discrets, signalant sans s'exposer inutilement. Cette implication mesurée n'a pas supprimé les tensions, mais elle a installé un rapport plus lisible entre autorité et communauté, fondé sur l'utilité concrète plutôt que sur la peur. Dans les centres urbains, la perception a évolué différemment. Les postes de contrôle, autrefois associés à la lenteur ou à l'arbitraire, ont gagné en crédibilité. Des témoignages ont circulé, évoquant des vérifications plus cohérentes et des procédures compréhensibles. Sans campagne officielle, une confiance pragmatique s'est installée. Les citadins ont perçu que la sécurité ne relevait pas uniquement de discours, mais d'actes répétés et vérifiables. Cette évolution a renforcé l'acceptation de contrôles parfois contraignants, car leur logique devenait intelligible. Pour les jeunes, enfin, l'opération a offert un repère distinct. Observer des agents agir avec méthode a produit un contraste avec les récits héroïques habituels. Des, des sessions d'information locales ont transmis des outils simples pour reconnaître des signaux faibles ou comprendre les risques sanitaires liés aux médicaments falsifiés. Ce transfert de connaissances a relié responsabilité et protection. La sécurité cessait d'être abstraite pour devenir compréhensible, presque pédagogique. Ces trois regards convergent vers un même effet. L'opération n'a pas suscité d'enthousiasme spectaculaire, mais une normalité nouvelle. La vigilance est devenue un réflexe partagé, non une contrainte imposée. Ce changement discret, ancré dans les gestes ordinaires, constitue un impact durable. Il montre que la protection efficace se construit lentement lorsque chacun comprend son rôle et accepte de rester attentif, même en l'absence d'urgence visible. D'abord, la première étape repose sur la centralisation du renseignement frontalier. Chaque poste alimente une base commune permettant de croiser itinéraires, dates et volumes en temps quasi réel. Le critère de succès est simple: réduire le délai entre l'anomalie observée et sa qualification afin d'agir avant la répétition. Cette étape transforme des observations locales en signaux exploitables à l'échelle nationale. Ensuite, la seconde étape concerne l'ancrage communautaire. Dans des villages prioritaires, des agents expérimentés expliquent les signaux faibles et les procédures de signalement sécurisées. L'objectif n'est pas de déléguer la sécurité, mais d'élargir la capacité d'alerte. L'indicateur retenu est la proportion de signalements précoces jugés pertinents, signe d'une compréhension partagée des risques. Puis, la troisième étape organise des patrouilles civilo-militaires coordonnées. Elles harmonisent les contrôles, réduisent les doublons et accélèrent la réponse lors des interceptions. La performance se lie dans la cohérence des rapports et la baisse des écarts entre unités. La discipline procédurale compte ici plus que l'intensité. Après cela, la quatrième étape vise la réorientation économique. Des dispositifs ciblés accompagnent des acteurs repentis vers des activités légales, en valorisant leurs compétences logistiques. Le suivi s'appuie sur la pérennité des projets et la réduction des récidives sans promesses irréalistes. Enfin, une évaluation indépendante menée chaque trimestre vient boucler le dispositif. Trois indicateurs sont alors suivis avec attention: incidents évités, participation communautaire et confiance publique. Cette architecture, alignée avec la ligne défendue par Ibrahim Traoré, privilégie la constance vérifiable à l'effet d'annonce. Elle rend les choix auditables et la responsabilité partagée.
condition d'une vigilance durable lorsque l'attention publique se déplace. Dans la lumière poussiéreuse d'un après-midi ordinaire, Awa est revenu sur la route étroite où tout avait réellement basculé. Rien n'y signalait l'importance du lieu. Les traces de pneus s'effaçaient déjà et le silence rappelait les longues heures d'observation sans action. Pourtant, pour elle, cet espace résumait une transformation lente, le passage d'une vigilance résignée à une attention assumée, construite par des gestes répétés et une patience rarement visible. À quelques pas, sans discours ni mise en scène, Ibrahim Traoré s'est arrêté. Il savait que cette route n'était pas un symbole politique, mais une frontière morale. C'est ici qu'une anomalie minuscule avait ouvert une brèche décisive, pas par la force, mais par la constance. Cette reconnaissance silencieuse valait plus qu'un communiqué, car elle liait l'action publique à un lieu précis, à des personnes réelles, à un temps long. Awa a alors touché la note pliée qu'elle conservait depuis le premier décalage relevé. Un rappel simple, presque banal. Une observation rigoureuse peut déplacer des équilibres entiers. Autour d'eux, rien n'avait changé en apparence, et pourtant, tout était différent. La constance protège plus que le bruit. Dans ce retour au point de départ, l'opération trouvait son sens profond. Non dans ce qui avait été saisi, mais dans ce qui avait été tenu jour après jour, sans chercher à convaincre, seulement à durer. Au crépuscule, la vie ordinaire a repris son fanfare. Les contrôles sont restés visibles, mais discrets, intégrés au rythme des échanges quotidiens. Cette normalité nouvelle n'a rien d'un triomphe. Elle traduit une vigilance devenue habitude, soutenue par des gestes simples et répétés. Les autorités ont rappelé un message sobre. La protection durable ne cherche pas l'applaudissement, elle demande l'attention partagée. Dans les villages comme dans les villes, cette idée a pris une forme concrète, faite de signalements prudents, de vérifications cohérentes et d'une discipline tenue dans le temps. La portée de cette expérience dépasse un événement précis. Elle interroge une société sur ce qu'elle accepte de maintenir lorsque l'urgence s'éloigne. Rester attentif, documenter, corriger, recommencer. Ces choix sont modestes mais exigeants. Ils reposent moins sur des moyens exceptionnels que sur une culture collective de la constance telle que défendue par Ibrahim Traoré. Cette culture n'impose pas, elle propose. Comprendre, participer, durer. La question finale s'adresse à chacun sans injonction. Que devient une frontière lorsque ceux qui la vivent décident de rester éveillés et plus largement, quelle communauté se construit quand la vigilance cesse d'être une réaction pour devenir une pratique commune, calme et responsable?